Et on se retrouve pour cette troisième table ronde que nous avons décidé de nommer brièvement, sobrement, le 11 septembre et nous. On va discuter justement des conséquences intérieures, en France notamment, particulièrement, les conséquences de la guerre contre le terrorisme sur nos libertés, sur la démocratie, sur notre état de droit. On va en discuter longuement avec mes deux invités. Claude Serfati, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, chercheur associé à l'Institut de recherche économique et sociale et ex-maître de conférence à l'Université Versailles-Saint-Quentin, spécialiste des questions militaires. Et vous avez publié en 2017 aux éditions Amsterdam « Le militaire, une histoire française ». Et à ma gauche, évidemment, Axel Persson, vous êtes cheminot, CGT à Trappes. Bonjour et Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, on a parlé lors de notre première table ronde donc des conséquences extérieures et il nous paraissait très important de voir les conséquences funestes, les conséquences que la guerre contre le terrorisme a dans notre pays sur nos démocraties. Alors, pour commencer, je vais poser la même question que j'ai posée tout à l'heure à nos invités qui étaient là lors de la première table ronde, sur l'impression que vous avez eue le 11 septembre 2001, l'interprétation à chaud que vous avez fait, et les jours suivants évidemment. Est-ce que c'était pour vous la suite de cette mondialisation armée, qui est le titre d'un de vos ouvrages que vous publiez en mars 2001, Claude Serfati, et que vous présentez en fait comme le contexte historique issu de la disparition du RSS et de la globalisation dominée par la finance. Est-ce que voilà. Oui, mais je crois que vous avez bien introduit la façon dont j'ai perçu effectivement cet attentat. Bon, comme tout le monde, évidemment, j'ai regardé la télé, écouté la radio. J'ai ensuite écouté George Bush et ça n'a pas été vraiment une surprise, enfin, disons en fonction des analyses que j'avais faites quelques mois après, parce que j'avais compris, j'avais même écrit donc, qu'il y avait eu des transformations radicales qui s'étaient opérées, en particulier après l'effondrement du RSS, et dans lequel, en fait, la sécurité nationale deviendrait un nouvel enjeu pour les pays capitalistes dominants. Et par sécurité nationale, c'était vraiment absolument clair dans les textes, aussi bien les textes de l'OTAN proprement dit, que les textes des penseurs politiques ou économiques. Par sécurité nationale, il fallait entendre une sorte de continuum entre les ennemis extérieurs, les ennemis intérieurs, les menaces civiles, les menaces militaires, les menaces économiques, les menaces terroristes. Enfin, il y avait une sorte de continuum qui s'exerçait sous ce grand chapeau qui s'appelait sécurité nationale. Donc, bien sûr, j'ai été, comme tout le monde, surpris par la forme que ça a pris. Les événements contingents prennent toujours des formes que personne n'est capable de prévoir. Mais disons que j'ai moins été surpris. Bon, encore une fois, vous l'avez rappelé, quoi, appeler un livre La mondialisation armée quelques mois avant, ça dénote bien le cadre théorique dans lequel je m'inscrivais à l'époque. Sous-titré Déséquilibre de la terreur. Déjà. Axel Persson. Moi, à l'époque, j'ai regardé, j'ai vécu les événements de la part, à travers les yeux à l'époque, un enfant de 12 ans. Mais c'est un événement, évidemment, comme beaucoup, je pense, de cet âge aussi, évidemment, dont on se souvient et qui a marqué, y compris, et qui a marqué la réflexion politique déjà à cet âge-là. Alors, évidemment, avec les limites d'un enfant de 12 ans à l'époque, mais déjà à l'époque, je me souviens, par exemple, que se posait la question de pourquoi, en fait, à l'époque. Alors, évidemment, on n'a pas toutes les réponses encore à cet âge-là. Il y a des choses que je n'avais pas saisies vraiment à l'époque, mais quelque chose qui m'avait particulièrement attiré mon attention et qui a ensuite nourri ma réflexion politique plutôt dans les années à venir plutôt que dans les jours qui ont suivi le 11 septembre 2001, c'était notamment les causes, les racines, notamment géopolitiques de cet attentat, de pourquoi il avait eu lieu. Et je me souviens qu'à l'époque, il y avait parfois des désaccords avec certains, encore une fois, des enfants à l'époque qui, on parle aujourd'hui par exemple du complotisme, je ne sais pas si les gens se souviennent, mais en fait les théories complotistes à l'époque sont apparues assez vite à l'époque, avec notamment des documentaires qui présentaient des théories alternatives. Et je me souviens des discussions que j'avais à l'époque, j'avais l'impression que ça tapait à côté, parce que la réalité en tant que telle était déjà suffisamment dingue pour pouvoir aller chercher des choses midi à 14h, où quand on s'intéressait un peu aux raisons qui avaient mené à ces attentats, on parlait de l'Afghanistan à l'époque,
qu'il avait été désigné comme un pays ennemi par les États-Unis, que bon, c'était un pays qui avait fait l'objet d'interventions par toutes les puissances mondiales à l'époque, que certains groupes avaient été financés par des puissances qui aujourd'hui déclaraient ennemis ces mêmes groupes qui les avaient attaqués. Donc évidemment un peu compliqué à comprendre à l'âge de 12 ans, mais qui en tout cas, moi, à titre personnel, m'ont conforté dans la conviction que quelque chose ne tourne pas rond dont les rapports fonctionnent au niveau de la planète et que ça fait partie des problèmes auxquels sont confrontées l'humanité. Alors je ne l'ai pas formulé en ces termes-là à 12 ans, mais par contre, ces termes-là, oui, sont venus notamment quand il y a eu la guerre en Irak, où là j'étais un peu plus âgé et où là notamment j'ai commencé les premières manifestations, même si j'étais jeune, et ça a contribué, mais c'est pas juste moi en fait, c'est plein de gens de ma génération et qui ensuite se sont trouvés confirmés, confortés par d'autres problématiques quand on a eu d'autres mouvements, mais ça fait partie en tout cas du cheminement politique de l'époque. Donc évidemment, avec toutes les limites d'un enfant de 12 ans à l'époque, mais qui évidemment a marqué la réflexion politique de l'époque, quoi. Alors pour poursuivre et faire la transition avec notre première table ronde qui était consacrée donc aux conséquences extérieures du 11 septembre, je vais m'appuyer pour lancer cette discussion sur cette affirmation que vous faites, Claude Serfati, dans un entretien au site OSINPOL, qui est très intéressant parce que vous faites justement cette transition. Vous dites cette restriction des libertés donc, en France publique via l'état d'urgence constitue le troisième élément d'un triptyque dont les deux autres sont l'engagement militaire accru de la France et les attentats sur le territoire métropolitain. Et vous dites dans un autre entretien à Bastamac, vous dites la corrélation entre guerre à l'extérieur et état d'exception à l'intérieur a toujours existé sous des formes plus ou moins paroxystiques et violentes. Et il est vrai qu'on a souvent tendance à séparer l'espace national de l'espace international, les interventions extérieures, des restrictions des libertés à l'intérieur. Pourquoi est-ce que, selon vous, il est cohérent et pertinent justement de penser l'impérialisme à l'extérieur et l'état d'exception à l'intérieur dans ce que je dirais un même mouvement presque dialectique? Comment est-ce que cela s'opère en fait? Oh, il y a de multiples raisons à ça. La première, c'est que c'est vraiment une conviction d'économie politique que j'ai depuis des dizaines d'années, c'est que pour comprendre le positionnement d'un pays et sa politique, il faut regarder d'abord l'espace mondial. Je préfère dire l'espace mondial que la mondialisation, parce que le mot est galvaudé. Et cet espace mondial, c'est une combinaison à la fois de dynamique économique, aujourd'hui dominée par le capital financier, et bien sûr de dynamique géopolitique, interétatique, si vous voulez, quoi. Donc cette interaction entre politique extérieure et politique intérieure, j'allais dire, elle est déjà guidée par la contrainte que subit n'importe quel pays, je dis n'importe quel pays, y compris les États-Unis, du fait même qu'il est inscrit dans un espace mondial, et en particulier, bien sûr, depuis la fin du XIXe siècle, et moi, ce que je continue à appeler l'impérialisme. Alors évidemment, les États-Unis ne subissent pas la même contrainte extérieure que le Mexique ou que le Zimbabwe, mais tous les pays sont inscrits dans cette dynamique internationale, et il faut partir de là, aussi bien du point de vue de l'analyse de l'économie mondiale que de la géopolitique mondiale, pour comprendre le positionnement et la politique d'un pays. Donc c'est déjà un cadre très général sur lequel je passe vite, mais qui me paraît indispensable. Deuxièmement, la liaison, l'interaction entre, disons, la politique extérieure militaire et la politique intérieure sécuritaire, elle a toujours existé, vous l'avez rappelé, parce que intervenir à l'extérieur nécessite une union nationale. Enfin, on n'a jamais vu un pays être en guerre avec une division sociale à l'intérieur, que cette division sociale soit résorbée par la répression proprement dite ou par le consensus. En tout cas, il faut ce qu'on va appeler l'union nationale ou l'union sacrée. Donc, toutes les voix qui s'élèveraient contre le militarisme à l'extérieur seraient immédiatement fermées. Et pour les fermer, il faut malgré tout avoir recours à l'État sécuritaire. Et puis il y a des raisons un peu plus contingentes, structurelles, mais disons plus récentes, je devrais dire. Hein. Par exemple, le fait que, comme on l'a dit, comme je l'ai rappelé dans ma première intervention, il y a maintenant un continuum qui va du militaire au sécuritaire, et vous avez toute une série de groupes d'intérêt, de groupes financiers, de groupes économiques, les industriels de l'armement, mais pas seulement eux, qui ont évidemment intérêt, disons, à ce que ces politiques soient menées de concert, en quelque sorte, hein, aussi bien sur le plan intérieur qu'extérieur. Puis vous avez une raison un peu spécifique à la France, mais que j'étudie beaucoup depuis quelques années, qui est que c'est un pays qui, pour moi, est caractérisé par des institutions
que j'appellerais bonapartiste, au sens où on a un président tout-puissant, hein, pas seulement un monarque, parce qu'il est appuyé sur une institution militaire extrêmement puissante, et que un des attributs, et ça c'est vraiment un point de vue qui est partagé par tous les politistes, quelles que soient leurs opinions d'ailleurs, hein, tous les analystes de politique ou de sociologie, un de ces attributs, un de ces piliers à ce Bonaparte, c'est de mobiliser l'opinion nationale vers l'extérieur, que ce soit dans la guerre ou sous d'autres formes. L'union nationale est un des attributs privilégiés. Le consensus national, on dira en France, hein, il suffit de regarder ce qui se passe sur les dépenses militaires, est un attribut caractéristique de la Ve République depuis 50 ans. Sur ce lien justement entre impérialisme et oui, question sécuritaire. Ces attentats, évidemment, mais ça n'a pas commencé avec les attentats du 11 septembre, enfin les attaques du 11 septembre, mais évidemment que les interventions à l'extérieur, entre guillemets, menées par un pays impérialiste, vont avoir des conséquences, y compris en interne. Bon, cette nécessité de fabriquer le consentement et aussi désigner un ennemi clairement pour mobiliser ou souder une société, soit par la répression ou par le consentement politique, et en désignant l'ennemi. Et aussi, parce que clairement, évidemment, si on cherche à comprendre aussi pourquoi il y a des réactions à l'impérialisme, c'est aussi ça qui explique pourquoi il y a des attentats. Enfin, moi, ça me paraissait déjà logique à l'époque. C'est que je ne voyais pas, je me souviens quand quand on a commencé à participer aux manifestations avec d'autres collègues de classe, on ne comprenait pas très bien en quoi aller promouvoir des opérations guerrières à l'extérieur, aller favoriser justement la sécurité, puisque c'était comme ça que c'était vendu à l'époque. C'est d'ailleurs toujours vendu comme ça en réalité, puisqu'il me semblait assez logique déjà à l'époque, mais je pense qu'il ne faut pas sortir des grandes écoles pour le comprendre, que des opérations militaires à l'extérieur vont amener des conséquences, y compris à l'intérieur, y compris des ripostes militaires. Et un des problèmes aussi, des problèmes, c'est quand même conscient de la part des gouvernements, c'est justement cette dépolitisation en fait de la question. C'est juste utiliser le mot terroriste, qui peut avoir son sens, hein, mais qui permet en gros de couper court à tout débat sur pourquoi on en est là. Et ce qui permet donc de ne pas comprendre du moins les causes, pourquoi il y a des réactions aux attaques qui sont menées, et de ne pas le prendre du point de vue politique, et donc juste de complètement dépolitiser, alors que ça reste finalement de la violence politique. Et ça, c'est pas nouveau avec le 11 septembre. La violence politique, c'est quelque chose qui existe depuis aussi longtemps qu'il y a de la politique, aussi longtemps qu'il y a des confrontations. Et si on ne prend pas par ce biais-là, à mon avis, ça nous empêche de comprendre. Et les mesures qui ont été prises concrètement se sont traduites évidemment par la désignation d'un ennemi. Il y avait un ennemi extérieur, mais en interne, évidemment, il y a la désignation de l'ennemi intérieur. Alors ça n'a pas commencé avec le 11 septembre, parce qu'il y a déjà eu plein d'épisodes avant, je pense aux guerres coloniales, où il y avait les mêmes dynamiques qui étaient à l'œuvre, notamment quand il y avait les guerres de résistance au colonialisme. Mais il y a toute une fabrique de l'ennemi de l'intérieur. Alors, figure privilégiée, évidemment, le musulman, avec toute une loi de série qui quelques années après, notamment en France, d'un seul coup, on sort une nouvelle loi sur le voile, par exemple. Dans ce contexte-là bien précis, on désigne l'ennemi de l'intérieur, et on voit qu'encore aujourd'hui, avec la loi sur le séparatisme, en fait, cette dynamique-là, elle continue aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est consubstantiel à l'impérialisme, c'est que pour justement maintenir et justifier ces interventions, pour s'assurer d'une certaine forme de consentement et d'une certaine unité autour de ces projets-là, il est obligé de désigner ces ennemis-là et de les livrer à leur vindicte, y compris par le biais d'édification de lois racistes, liberticides, autour desquelles on est tous unis autour du même camembert, contre le méchant ennemi de façon pas très politique, quoi. Même si ça a évidemment une fonction éminemment politique. Vous évoquez justement la loi de 2004, la loi islamophobe de 2004, il y a eu la loi de 2010 aussi, puis récemment la loi sur le séparatisme, et plus généralement un climat quand même raciste, islamophobe assez nauséabond. Est-ce que pour vous, et on va revenir ensuite sur la question du soupçon qui naît avec le 11 septembre, la désignation justement, vous parliez de l'ennemi intérieur, est-ce que selon vous, le 11 septembre a marqué une rupture et le point de départ de tout ce qu'on a connu après, donc ces lois-là, ou est-ce que il a plutôt été un accélérateur d'une tendance lourde, profonde, qui apparaît déjà bien avant, qui est assez liée, disons, à l'histoire coloniale française? Oui, je pense que ça a été plutôt un accélérateur qu'un phénomène de rupture totale. Encore une fois, je le répète, les transformations de l'économie et de la géopolitique mondiale ont commencé.
pas pour la première fois, mais ont commencé avec la dissolution de l'URSS et la liberté presque sans limite qu'a eu le capital d'exploiter la terre et l'environnement, si j'ose dire, quoi. Donc on a eu cette transformation économique, hein, et en même temps, évidemment, la disparition de l'empire du mal, comme l'appelait Reagan à propos de l'URSS, donc la recherche perpétuelle, hein, et constante, hein, d'un ennemi intérieur. Donc le terrorisme a fourni cette occasion, enfin le terrorisme, ou plus exactement les attentats du 11 septembre ont fourni cette occasion. Bon, évidemment, il faut tout reconstruire l'histoire, savoir d'où venaient ces terroristes, qu'ils avaient été financés par les Saoudiens, etc., que les Saoudiens sont les meilleurs alliés avec Israël des États-Unis. On peut le voir en France aussi, hein, de la façon dont finalement les terroristes sont aujourd'hui instrumentalisés. Les colonnes de djihadistes qui allaient déferler sur Bamako, on a appris d'ailleurs dès 2011, mais c'est maintenant quasiment officiel, qu'elles n'ont jamais existé. On a confirmé hier encore que le bombardement par les avions de Kadhafi des manifestants en Libye qui a justifié l'intervention à l'initiative de Sarkozy et de Cameron n'a jamais existé, ce qui ne justifiait pas évidemment les crimes de Kadhafi, mais on invente aussi, si vous voulez, non seulement l'ennemi intérieur, mais parfois l'ennemi extérieur dont on a besoin. On parlait lors de la première table ronde du Patriot Act, une loi très importante aux États-Unis qui a permis justement de sortir du droit tout simplement. Et la France n'a pas été épargnée parce que en février 2003, il y a la loi Sarkozy sur la sécurité intérieure, il y a la loi Perben, bref, une succession de lois qui s'accumulent et qui ont pour but, encore une fois, de désigner aussi un ennemi intérieur. Et est-ce que... et puis ça s'est enchaîné. Est-ce qu'une des grandes conséquences, vous diriez, du 11 septembre, et particulièrement dans notre pays, a été d'instaurer une forme d'une ère du soupçon, une forme d'état d'exception permanent? Parce que je pense par exemple à la loi du 30 octobre 2017, qui est tout récente, qui permet une assignation à résidence de jour comme de nuit, au seul motif que le ministre de l'Intérieur, donc même pas un juge, aura considéré que le comportement d'une personne constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public. Il y a plein d'autres lois qui ont été mises en place, mais est-ce que fondamentalement, cette guerre contre le terrorisme, qui est insaisissable au fond, est-ce qu'elle ne permet pas justement de mettre en place toute forme de loi pour justifier en fin de compte une guerre contre le terrorisme? Pour moi, ça ne fait aucun doute, bien sûr, hein. Les juristes, enfin les associations démocratiques, les partis ont constaté un dessaisissement même du droit judiciaire au profit du droit administratif. Donc c'est clair que dans un État comme la France, et d'ailleurs à la différence de ce point de vue des États-Unis, la facilité de transférer à l'État, c'est-à-dire à l'arbitraire politique, disons le droit de juger justement, est quelque chose qui est beaucoup plus facile que, disons, en Allemagne, en Italie ou ailleurs. Ce qui ne veut pas dire que ces pays échappent aux tentations autoritaires, mais que, disons, le cours autoritaire est d'une certaine manière beaucoup plus aisé à accélérer en France compte tenu de la nature de ces institutions politiques. Et il ne faut jamais l'oublier, bien sûr, du consensus qui existe pour les soutenir, parce que ce ne sont pas les institutions et les textes en eux-mêmes de la Ve République qui permettent ça, c'est évidemment le consensus politique et en partie social qui est organisé autour pour justifier qu'effectivement il n'y a pas d'autre issue que d'attendre mai 2022 par exemple pour savoir si on va enfin changer de politique. Donc il y a bien un consensus politique très large qui facilite ce cours autoritaire. Et bon, je l'ai dit à propos d'un article sur la tribune des généraux, c'est sans doute pas un hasard que ces lois liberticides de 2020 aient été votées pendant le confinement, parce que après le confinement, la politique du gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, enfin aujourd'hui on sait qui il est, mais peu importe qui il sera demain, sera de quoi qu'il en coûte pour les salariés, quoi qu'il en coûte pour les jeunes. Donc en réalité, ces lois liberticides, on l'a vu depuis les lois El Khomri, qui ont accéléré déjà un processus en cours, mais qui s'amplifie aujourd'hui, on voit que ces lois liberticides, elles servent moins finalement contre les prétendus terroristes ou ennemis intérieurs que contre les mouvements sociaux ou les jeunes de Saint-Denis. Axel Persson sur cette... Ben, oui, évidemment, je ne peux qu'opiner, sachant que
J'ai évidemment perdu un peu le sens de la chronologie parce qu'il y en a eu tellement en fait depuis 2001. Mais évidemment, oui, il y a eu. C'est terre du soupçon, quoi. Oui, le soupçon généralisé et aussi un certain consentement qui a été fabriqué, y compris parfois dans notre camp social et qu'il faut absolument combattre en tant que militant ouvrier, sur cette idée que pour assurer la sécurité, il faut renoncer à des droits. Et parfois des droits essentiels, même fondamentaux, qui d'ailleurs, d'un point de vue philosophique, même sur le terrain de nos ennemis, ne collent pas. C'est-à-dire qu'ils expliquent que pour défendre notre modèle de société, puisque selon eux, c'est une affaire de modèle de société, ils attaquent nos valeurs, c'est souvent comme ça que c'est présenté. Ils aiment pas que, ils disent nos ennemis, je sais pas, n'aiment pas qu'on prenne des verres en terrasse, et ils expliquent ça comme ça. Et donc on doit défendre notre modèle de société, et pour défendre ce modèle de société, on doit renoncer à certains droits fondamentaux de cette dite société. Concrètement, parce que ça peut paraître un peu abstrait, ça c'est récent, alors évidemment ça date pas du 11 septembre, ça c'est assez récent, par exemple dans les entreprises de transport, il y a une loi aujourd'hui, dite Savary de mémoire, du Parti Socialiste de mémoire d'ailleurs, Savary, qui autorise par exemple, sous certaines conditions, les entreprises à licencier, ils appellent ça du licenciement administratif de certains agents, comme moi, c'est-à-dire soumis à des postes dits de sécurité, sans autre forme de procès préalable, sans qu'aucune charge ou même preuve n'ait à être fournie contre eux, sur la seule base d'un dossier monté par le ministère de l'Intérieur que le dit accusé, mais ils ne vont même pas dire qu'il est accusé, puisqu'il est accusé de rien, ne pourra pas consulter avec son avocat. Il y a déjà des cas, notamment à la RATP, qui sont trouvés une issue favorable suite à la mobilisation. Mais c'est pour dire jusqu'à où on en est arrivé, et parfois, y compris en tant que militant, il faut aller à contre-courant de certains collègues, et y compris pour leur expliquer les enjeux, c'est que mais si tu acceptes ça, c'est en fait tu l'acceptes pour tout le monde, parce que c'est toujours la même chose, c'est présenté comme une mesure exceptionnelle, mais qui a vocation à contaminer le droit et à se généraliser partout. Et dernièrement, et je finis dessus, il y avait, par exemple, si des gens pensent qu'il y a une illusion comme quoi ce genre de loi ne s'appliquerait pas à l'ensemble de la société, il y a eu une des réformes qui avait été entreprise après le Patriot Act aux États-Unis en 2001, il y a eu une modification, je crois qu'ils ont appelé ça en Union européenne le mandat d'arrêt européen. C'est-à-dire qu'il autorise, par exemple, il y a eu un cas, une camarade, ça s'est manifesté quelques années plus tard, basque, Aurore Martin. Voilà, Aurore Martin, où l'Espagne, l'État espagnol avait émis un mandat d'arrêt européen, que la France donc était, selon les nouveaux textes, obligée d'honorer, parce que, selon eux, elle appartenait à une organisation qui était illégale, considérée comme terroriste en Espagne, dans l'État espagnol, mais qui ne l'était pas en France, et donc, sur la base de cette mandat d'arrêt européen-là, a pu obtenir son extradition, alors que les activités pour lesquelles elle avait été accusée étaient légales en France, le pays où, du moins, elle résidait. Donc, et puis sur toutes les mesures liberticides, même sur le mouvement ouvrier, là je parle en tant que militant du mouvement ouvrier, ces mesures-là nous ont visés, et y compris en 2016 sur la loi travail, ça ne s'est pas fait finalement, mais c'était au nom de l'état d'urgence que certains appelaient à l'interdiction des manifestations. Il y en a eu d'ailleurs qui ont été interdites, bon finalement elles n'ont pas été, mais toute cet arsenal-là a été utilisé contre l'ensemble de la société, contre l'ensemble des éléments qui étaient perçus comme une menace, soit temporaire, ponctuelle, mais néanmoins ça s'applique à tout le monde, et c'est à ce titre-là évidemment qu'on ne peut que insister sur la nécessité de l'unité de notre camp social, du mouvement ouvrier, pour batailler sur ces questions-là et ne pas céder de terrain idéologique et politique à nos ennemis sur ces questions-là. Et justement, moi, je ne comptais pas la poser maintenant, mais pourquoi pas, puisque vous mettez les pieds dans le plat. Est-ce que ces lois, est-ce qu'elles qui sont purement liberticides, est-ce qu'elles sont, selon vous, isolées, cantonnées, ou est-ce qu'elles répondent plus globalement à un agenda, à une tendance plus lourde qui vise tout simplement, en fin de compte, à instaurer une forme de libéralisme autoritaire, ou en tout cas un ordre nouveau qui mettrait à bas, dirions-nous, toute forme de liberté, que ce soit des libertés civiles, civiques, sociales, syndicales, etc. Oui. Après 1989 et la dissolution de l'URSS, les politistes et les économistes, les idéologues en général, du camp qu'on appelle néolibéral, nous avaient vendu la mondialisation porteuse à la fois de paix, de démocratie et d'économie de marché. Donc c'est une vieille rengaine que la liberté des marchés, ça secrète la liberté pour les individus. Bon, toute l'histoire dément cela. Donc je pense que si on prend une dimension un peu rétrospective, la démocratie n'est pas liée au développement du capitalisme, elle est liée au développement des luttes sociales qui, à l'intérieur du capitalisme, ont imposé un certain nombre de droits sociaux
d'abord, et souvent en conjonction parfois avec d'autres fractions sociales, y compris des fractions de la bourgeoisie, et parfois des droits démocratiques. Mais ces droits démocratiques ne sont encore une fois pas des produits naturels, soit d'un développement du marché, soit d'un développement du capitalisme. Je pense qu'il faut vraiment avoir cette dimension historique pour comprendre que finalement, les périodes démocratiques, généralement réservées en plus aux pays développés, sont des périodes qui ont été extrêmement brèves, marquées par des luttes sociales intenses, qui ont défendu ou imposé ces libertés, et qui, disons, sont constamment menacées. Et pour moi, effectivement, il est indiscutable, pour répondre à votre question de façon plus crue, il est indiscutable que depuis, on va dire, une vingtaine d'années, l'impasse dans laquelle se trouve le modèle de développement capitaliste à l'échelle mondiale, et en particulier à l'échelle nationale pour les pays développés qui avaient connu un semblant de prospérité pour une partie de la population après la Seconde Guerre mondiale, l'impasse dans laquelle se trouve ce modèle de développement provoque immédiatement, irréversiblement, disons, des tendances répressives et autoritaires. Bon, il y a des penseurs, je pense à Gramsci, mais aussi à Poulantzas, qui ont travaillé là-dessus, sur les développements de l'État autoritaire. Il y a Trotsky qui a écrit énormément sur le développement de l'État bonapartiste et fasciste. Enfin, les marxistes n'ont jamais été en peine pour expliquer comment on pouvait très vite basculer, disons, de la démocratie dans le régime capitaliste à des tendances autoritaires, fascisantes, bonapartistes. Bon, là ensuite, il faudrait distinguer, évidemment. Il faut pas... Comment justement, parce que j'allais poser cette question, je vous la pose à tous les deux, mais il y a une tendance. Mais comment est-ce que vous caractériseriez l'époque que nous vivons? On entend beaucoup de choses, autoritarisme, on entend parler de démocrature, de dictature, voire de régime pré-fasciste. Qu'est-ce qui, selon vous, un marxiste, qu'est-ce qui, selon vous, définirait le mieux l'époque que l'on vit? J'ai pas forcément une réponse toute faite. La catégorisation qui se rapproche le mieux. Je ne sais pas, après, si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des signes de plus en plus marqués, on va dire, d'autoritarisme. Mais pour l'instant, en tout cas en France, mais parfois on peut se dire qu'ils n'en ont pas besoin. Par exemple, on n'a pas besoin, par exemple, de partis fascistes de masse, comme il y a pu en avoir dans les années 30, par exemple, si on prend le modèle européen en Allemagne ou en Italie. Mais les tendances, elles sont là. On le voit déjà sur la façon dont il y a l'autonomisation, notamment de la police et notamment de ces syndicats qui clairement contrôlent en partie, pas totalement, mais dictent l'agenda, y compris quasi de façon directe sur le ministère de l'Intérieur, sur des thématiques de plus en plus réactionnaires, se permettent par exemple, y compris des syndicats policiers, de désigner nommément certains militants. Bon, en général, c'est des militants identifiés comme venant comme ils disent, de l'immigration, et y compris les attaquant nommément, en les traitant par exemple de talibans, pas besoin de citer les camarades impliqués, mais qui se permettent donc de prendre des largesses de plus en plus importantes, avec ce sentiment d'impunité qui les caractérise. Et ça fait partie des signes qui indiquent qu'en tout cas on se dirige vers une forme en tout cas de plus en plus autoritaire de la société. Après, je ne sais pas si on est dans une société pré-fasciste ou fasciste, oui, ça y ressemble dans certains aspects. On n'y est pas encore parce qu'on n'est pas encore dans une phase, par exemple, d'interdiction totale du mouvement ouvrier ou des choses comme ça. Mais en tout cas, oui, il y a des signes qui montrent qu'on se dirige vers ça. Et ce qu'on constate aussi, c'est que il y a malheureusement, y compris au sein donc, du mouvement ouvrier, on constate aussi une faiblesse du camp d'en face, pour notamment se défendre sur ce terrain-là. Parce que ce qu'on peut constater aussi, c'est que certes le fascisme a existé, mais là je parle vraiment sur la scène européenne dans les années 30-40, avec un caractère de masse, et qui a même exercé le pouvoir. Mais il y avait aussi à l'époque des organisations, même si elles ont perdu le combat dans les années 30, il y avait des organisations ouvrières de masse qui s'y opposaient. Alors parfois avec des stratégies erronées, sans doute, vu le résultat dans certains pays, il y avait des erreurs manifestement côté communistes puisqu'ils ont perdu les batailles, mais il y avait une organisation de masse qui tenait tête, qui s'organisait à la fois sur le terrain idéologique, politique, y compris tout simplement parfois militaire quasiment dans les rues, chose qu'il n'y a pas aujourd'hui, du moins à une échelle suffisante en face. Et ça, à mon avis, c'est plutôt un des signes d'inquiétude et qui doit pousser, y compris les militants ouvriers, à se saisir de cette question et à comprendre qu'il en va, je n'ai pas envie de faire dans le catastrophisme non plus, parce qu'on ne sait pas en réalité comment les choses vont évoluer, mais faire comprendre que c'est une question
vital, y compris pour le mouvement ouvrier en matière de survie politique, de ne pas regarder ces évolutions-là en les baillant d'un revers de main, en pensant que c'est anecdotique ou que ça ne nous concerne pas. Et ça, à mon avis, c'est une erreur qui est faite dans le mouvement ouvrier actuellement et qui conviendrait, je l'espère, de le corriger le tir assez rapidement, quoi. Mais est-ce qu'un des angles morts aussi du mouvement ouvrier, c'est de ne pas avoir pris suffisamment conscience aussi de la gravité d'attaques, je pense à la question du racisme, à la question du racisme d'État, à la question de l'islamophobie aussi, d'être souvent... Parce qu'on l'a vu par exemple avec la loi sécurité globale a pu mobiliser, alors que la loi séparatisme par exemple a été complètement passée sous silence. Est-ce que voilà... Mais moi, c'est justement ces liens-là, c'est pour ça que c'est en liant toutes ces questions-là que je pense qu'il faut que le mouvement ouvrier avance. C'est justement en ne le faisant pas, il se tire une balle dans le pied lui-même, se coupe de certains milieux, et aussi enraye les dynamiques de mobilisation collective qui seraient nécessaires pour pouvoir construire un front réellement unitaire, entre guillemets. Et là, je ne parle pas d'un front juste entre différentes organisations, je parle d'un front capable de mettre en mouvement des catégories sociales aux intérêts communs sur une mobilisation de masse et qui est capable d'avoir une stratégie globale. Et ça, aujourd'hui, elle a des stratégies parfois sectorielles sur certaines questions ponctuelles, mais pas une vision globale du projet de société qui est en train de nous être imposé et n'a donc pas la contre-offensive nécessaire pour pouvoir la combattre. Et c'est quelque chose, évidemment, je ne suis pas le seul à le penser dans les organisations ouvrières. Et je pense que c'est une bataille qu'il va falloir mener, qu'on mène déjà, et qu'il va falloir, je l'espère, gagner. Parce que là, pour le coup, il en va de la... Encore une fois, pas de catastrophisme en disant demain matin c'est fini, mais dire que si le camp d'en face continue, il n'a aucune raison d'arrêter en réalité, parce qu'il n'y a rien qui l'arrête pour l'instant. Pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin? En fait, si nous on était à leur place, entre guillemets, un rapport de force inversé, on les écraserait. Donc pourquoi eux ils s'en priveraient? Pour l'instant, ils n'ont encore pas les moyens de le faire ou n'estiment pas nécessaire de le faire parce qu'ils n'en ont pas besoin tout de suite. Mais quand les conditions seront réunies, ils n'hésiteront pas une seconde à le faire. Et on portera une part de responsabilité si on n'en prend pas la mesure dès aujourd'hui. Vous avez dit quelque chose dans votre commentaire précédent, vous parliez de l'autonomisation de la police. Vous, Claude Sarfati, vous avez beaucoup travaillé sur la question des militaires et surtout sur leur présence au cœur même des arcanes de l'État et au cœur même de l'appareil d'État, dans la construction même de la Ve République. Je renvoie à un ouvrage très intéressant de Gray Anderson sur la guerre civile en France et ce qui se titrait l'origine refoulée de la Ve République. Vous parlez notamment de la pression des militaires pour que le budget de l'armée atteigne 2%, voire plus, que certains militaires ont des exigences de plus en plus importantes. Et vous dites quelque chose qui est très important. Vous dites ce qui est remarquable, et que ce cours liberticide qu'on est en train de vivre, qui s'est accéléré depuis l'élection d'Emmanuel Macron, n'a nul besoin de mesures illégales, ni de l'éruption des camarades d'actifs. Il s'inscrit au contraire dans le fonctionnement régulier des institutions de la Ve République. On peut même dire qu'il en est un produit endogène. Est-ce que malgré tout ça, à l'heure des conflits sociaux qui risquent de se multiplier, etc., où le contexte aussi socio-économique s'aggrave, est-ce qu'on peut craindre une forme de... On parlait d'autonomisation de la police, mais une forme d'autonomisation aussi des militaires qui, à un moment donné, face à une situation qui devient instable, face à des contestations d'en bas, des contestations sociales, des contestations qui viennent des banlieues, contre le racisme par exemple, est-ce qu'on peut craindre aussi une plus grande participation ou est-ce qu'ils vont toujours se cantonner et se cantonner aux institutions déjà très bénéfiques que leur offre la Ve République? Alors, Flaubert, dans son dictionnaire des idées reçues, à l'item armée, dernier rempart de la société. Je pense que c'est vraiment une très bonne définition. Ce n'est pas une idée reçue, c'est une idée acceptée. Et je pense que c'est avec cette définition qu'il faut voir le rôle de l'armée en France, qui est différent effectivement de ce qu'on voit comme mouvement qui se produit dans la police. L'armée est chez elle dans la Ve République, vous l'avez rappelé. Et le problème, c'est qu'il faut que le Bonaparte qui soit au pouvoir soit en mesure de tenir l'ordre social. C'est-à-dire que l'armée est absolument soudée aux institutions bonapartistes et à son président de la République. Il y a une interaction incroyable dans la préparation des guerres au Mali et ailleurs. Enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte d'influence, mais disons que fondamentalement, même les rivalités sont toujours dans le sens de plus de militarisme, mais encore faut-il que le régime politique tienne. Or, ça peut dire que depuis une dizaine d'années, la décomposition du personnel politique pose pas mal de problèmes, en liaison, je le répète, c'est peut-être mon biais économiste, en liaison quand même avec le recul
du capitalisme français sur les marchés mondiaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dissocier, là je crois non plus, la décomposition politique du personnel, hein, j'entends, pas des institutions, hein, mais du personnel, disons du recul, pour ne pas dire du délitement même, du capitalisme français. Je parle du capitalisme industriel, parce que pour ce qui est du capitalisme financier, il prospère sur les marchés mondiaux. Donc l'armée est prête et chez elle dans la Ve République, jusqu'au point où la Ve République est capable de tenir en laisse ce pourquoi elle a été construite, c'est-à-dire la classe ouvrière. Bon, un des objectifs de Gaulle, c'est jamais rappelé, c'était quand même l'association capital-travail, c'est-à-dire vraiment fondamentalement détruire tout ce qui représentait des organisations indépendantes de la classe ouvrière. Hein. C'est une image évidemment de Gaulle qui est aujourd'hui quasiment oubliée, et qui n'est même sans doute même plus malheureusement enseignée. Si on n'est plus capable de tenir en laisse la classe ouvrière, ils le font encore, mais de plus en plus difficilement, parce qu'il n'y a pas simplement l'absence de résistance, qui a été très bien noté par Axel, hein. Il y a aussi le produit objectif de la situation. Je veux dire, si vous fermez des usines, de toute façon, vous créez des foyers de risque, disons, d'opposition. Donc c'est ce jeu que en fait exprime aujourd'hui l'état-major. L'état-major, par exemple, depuis quelques mois, se désengage de la guerre au Mali. Enfin, il se désengage verbalement, quoi. Hein. Parce que dans une tradition qui est classique à l'armée, il essaye maintenant, après avoir été enthousiaste dans cette guerre, l'avoir préparée depuis des années, il essaye maintenant de faire porter le chapeau de l'enlisement de notre Afghanistan au pouvoir politique. Cette bonne guerre, ça a toujours été fait, les militaires ont toujours refusé d'endosser hein, la défaite militaire. L'armée, ça a été très clairement dit hein, par les chefs d'état-major, là je crois qu'il ne faut pas avoir de vue complotiste ou autre, l'armée n'est pas très enthousiaste sur l'opération Sentinelle. Pourquoi? Parce qu'elle est le dernier rempart de la société. Et que l'opération Sentinelle, ce n'est pas le dernier rempart de la société. C'est, j'allais dire, entre guillemets, faire le zouave, entre guillemets, menacer symboliquement. Mais l'armée, elle ne menace pas symboliquement, il faut qu'elle soit là réellement. Elle se sent dévaluée? Pardon? Elles se sentent dévaluées Elles se sont dévaluées par rapport aux tâches fondamentales. Et je termine, c'est très important, elle n'est pas très enthousiaste dans l'opération Sentinelle parce qu'elle dit d'une certaine manière, quand elle est réticente à l'opération Sentinelle, mais vous disposez des lois d'état d'urgence, vous disposez de la sécurité globale et de la militarisation de la police, vous disposez éventuellement de l'article 16 et de l'article 36 sur l'état de siège. Pourquoi vous voulez nous appeler en temps normal? C'est-à-dire que l'armée est sur ce double terrain. Et donc c'est une forme de réponse alternative à votre question, parce qu'évidemment, j'ai pas de réponse, enfin personne n'a une réponse univoque aujourd'hui, et l'armée encore moins. Elle est sur ce terrain alternatif où elle dit « Nous sommes le dernier rempart de la société, vous avez tout entre les mains pour intervenir, y compris, encore une fois, je dis, la militarisation de la police. Hein. Il n'y a pas d'opposition entre la police ou l'armée, au contraire, ils sont tout à fait pour que la police soit militarisée, entre guillemets, comme elle l'est aujourd'hui. Mais si effectivement les choses devaient mal tourner, alors à ce moment-là, il faudrait utiliser d'autres moyens. Mais on n'en est pas encore là et l'armée, pour différentes raisons, tient à ce que d'abord tous les outils de la Ve République, y compris donc, les lois liberticides et la police militarisée, soient utilisés. Il y a une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure pour faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur qui me paraît assez fondamental. Est-ce qu'on peut établir, selon vous, un lien entre l'impérialisme à l'extérieur et les politiques racistes qui sont mises en place à l'intérieur? Est-ce que vous y voyez tous les deux un lien entre ces deux composantes, justement, entre ce qui se passe au Mali, par exemple, et ce qui se passe dans nos banlieues, entre l'islamophobie et les attaques au Moyen-Orient, etc., etc. Oui, le continuum, la loi s'appelle Continuum de sécurité. Hein, oui. Et donc, dans un titre, un intertitre d'un de mes articles récents publié en 2021, j'ai parlé effectivement de Bamako à Saint-Denis. Hein, le continuum de sécurité globale, c'est ça que ça signifie dans la loi liberticide qui vient d'être votée. C'est effectivement de Bamako à Saint-Denis. Et bon, c'est pas un hasard en plus qu'on retrouve parfois les mêmes populations du point de vue de leur origine, entre guillemets, ethnique. Oui, bien sûr. Là, il faut se tourner vers les historiens pour constater que l'impérialisme s'est toujours nourri de la supériorité, évidemment, de l'homme blanc sur les êtres inférieurs. Alors, c'était au nom de la civilisation occidentale il y a quelques décennies. Hein, on avait porté, effectivement, les bienfaits de la colonisation à des peuples sous-développés. C'est aujourd'hui la lutte contre le terrorisme et apporter la sécurité. Ça a été, dans les années 90, apporter
vanter le bienfait des marchés et de la bonne gouvernance. Enfin, il y a effectivement un lien qui est quasi mécanique parce que l'impérialisme, c'est aussi une idéologie et c'est une idéologie raciste. Enfin, je rappelle la phrase que disait le jeune Engels quand il commémorait la révolution polonaise en 1848, en s'adressant à ses amis allemands et anglais, un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre. Et je pense que, enfin, disons, ça explique pourquoi le racisme est à ce point développé en France, parce qu'il s'agit effectivement de sécréter le venin, si vous voulez, de l'opposition entre la fraternité des peuples, quoi. Oui, évidemment, je pense que c'est le même lien qu'il y a entre, comme il a été dit, le colonialisme et le racisme. C'était le corpus idéologique sur lequel a été construit le colonialisme pour le justifier, notamment avec parfois les théories sur l'infériorité de telle ou telle race, même très réfléchies, avec des livres qui expliquaient, qui établissaient une hiérarchie des races avec des caractéristiques propres à chacune, avec une hiérarchie entre elles et compagnie, qui ont ensuite perdu entre guillemets de leur actualité, mais c'est pas pourtant que le racisme a disparu, parce qu'il a évolué ensuite par la suite avec le néocolonialisme, aujourd'hui l'impérialisme. Et cette idéologie-là, elle est consubstantielle à l'impérialisme, qu'il prenne la forme du colonialisme, du néocolonialisme ou des visées ou des opérations guerrières extérieures, par exemple en Syrie, pour ne citer qu'elle, mais c'est pareil en Afrique, évidemment, se nourrissent de cette même matrice raciste qui évolue un peu avec le temps, mais qui est fondamentalement, qui participe de la même dynamique. Et à l'intérieur aussi, c'est ce qui permet, ça fait un peu lien avec ce qu'on disait au début de nos échanges, sur la fabrique de l'ennemi de l'intérieur. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'enseigne plus dans les écoles, on n'enseigne plus comme avant des théories sur la hiérarchisation des races, qui pouvaient exister au 19e siècle, on ne l'enseigne plus en tout cas comme tel. Mais il y a tout un discours dans la société qui vise quand même à établir, par exemple, certaines populations comme n'étant pas, soit les termes que ça change un peu avec le temps, mais c'est soit elles ne sont pas assimilées, ou ne vivent pas comme nous, voilà, assimilables, ou n'ont pas intégré telle ou telle valeur. C'est toujours pas très clair à chaque fois quelles sont ces valeurs. Et aussi au point même que, par exemple, maintenant, alors qu'à l'école on enseignait par exemple que la laïcité, historiquement, c'est juste la séparation de l'Église et de l'État, aujourd'hui, les lois qui ont été votées permettent au gouvernement directement, par exemple, d'intervenir dans la gestion de certaines mosquées, par exemple, en disant tel ou tel imam, on considère que son prêche n'est pas conforme aux valeurs de la République, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on entend vraiment par valeur de la République. Et si le gouvernement estime que tel ou tel prêche n'est pas conforme aux valeurs de la République, lui peut se permettre d'intervenir directement dans le culte, ce qui, en tout cas moi, tel que moi j'avais compris la laïcité, est quand même complètement contraire, en tout cas à sa philosophie, en tout cas, c'est-à-dire la séparation de l'Église et de l'État et du pouvoir politique et de l'État. En réalité, ça a toujours été un peu plus compliqué que ça, la laïcité même en France, quand on creuse bien le sujet. Mais c'est au nom de cette idéologie raciste aussi que ce genre de mesures-là sont prises aujourd'hui et participent donc à ce climat du soupçon généralisé et à la désignation d'un ennemi de l'intérieur auquel il faut faire bloc et auquel on associe soit ceux qui en font partie comme des ennemis de l'intérieur, mais aussi ceux qui ne sont pas forcément identifiés comme faisant partie de ce bloc de par, soit parce qu'ils n'appartiennent pas à la même religion ou même couleur de peau ou je ne sais quoi. Si pour X raisons, ils se solidarisent de ces catégories-là parce qu'ils ont compris l'intérêt global qu'il y a à repousser l'ensemble de ces lois-là, sont à leur tour désignés comme des ennemis de l'intérieur aussi. Après, les termes ils changent selon les époques, mais ce soit les islamo-gauchistes ou les Français les mauvais Français. Enfin bref, l'anti-France, je crois que c'est comme ça qu'on disait ça aussi avant. Il y a quelques décennies, les termes changent, mais la dynamique reste la même, quoi. Justement, vous parliez de ces dénominations comme islamo-gauchisme. On en a énormément entendu parler et qui sont repris aujourd'hui par l'ensemble des responsables politiques, du gouvernement, Frédéric Vidal, on s'en souvient. Est-ce que, en fin de compte, toutes les catégorisations telles que le danger terroriste, la guerre contre le terrorisme, ça n'a pas aussi créé, en France notamment, une forme de guerre aussi aux sciences sociales? En tout cas, on se souvient de cette phrase pleine de bêtises de Manuel Valls qui disait comprendre c'est vouloir excuser après justement les attentats de 2015. Est-ce que voilà, l'université aussi ne fait pas les frais de cette guerre contre le terrorisme où toute personne qui voudrait avoir un autre son de cloche, en tout cas comprendre et utiliser justement les armes des sciences sociales pour comprendre un peu différemment et ne pas répéter le ronron un peu médiatique et politique. Est-ce qu'il n'y a pas ce danger aussi, cette censure envers des professeurs comme vous l'étiez vous, par exemple?
Oui, je pense que le gouvernement actuel a compris que la bataille pour le racisme, j'allais dire, c'était une bataille qui se menait à la fois dans les banlieues, mais qui devait aussi se mener à l'université et dans les établissements scolaires. C'est quand même relativement nouveau avec ce ministre que l'offensive ait pris une telle ampleur, organisée, et évidemment avec le soutien total du président de la République, en parlant d'islamo-gauchisme. Dans un de mes articles était accompagné d'une photo dans laquelle il y avait à la fois la dénonciation de l'islamo-gauchisme et puis une reproduction d'un article du Figaro de 1939-40, extirper les vidéos maçonniques de l'université. Donc vraiment, c'était... vous parliez d'anti-France, c'était Drummond qui avait utilisé la formule. Macron a proposé qu'un des élèves, des meilleurs apôtres de Drummond, Maurras, soit reconnu à propos de sa naissance, là, dans une sorte de, entre guillemets, de commémoration. Il a souhaité la commémoration de Pétain, qui était un grand militaire. Donc il faut bien comprendre que toute cette offensive, bien sûr, elle vient d'une fraction des militaires, elle vient de l'extrême droite, mais en fait, elle est organisée, comme vient de le dire assez justement, je crois, Alain Grège dans Orient 21, ouais. Elle vient d'en haut, cette campagne raciste. Elle vient en fait du sommet de l'État. Encore une fois, ce ne sont pas des mouvements marginaux qui s'autonomiseraient par rapport à l'État et qui, effectivement, pourraient être qualifiés de fascistes ou autres. Enfin, ce sont des mouvements qui sont sécrétés directement par l'État et qui, bien sûr, essaiment en dehors de l'État. Ils ne demandent que ça. Donc, je pense que l'université est particulièrement dans le collimateur pour des raisons traditionnelles et malgré des faiblesses à certaines périodes. Le milieu enseignant a quand même été un foyer de résistance assez fréquent quand même à l'impérialisme, malgré effectivement un certain nombre d'illusions qu'il a pu partager à certaines époques. Sur ce danger à l'université, justement. Bon, n'étant pas universitaire, je suis forcément un peu moins qualifié pour en parler parce que c'est pas forcément mon vécu. Mais ce que je peux constater en effet, c'est que même parfois ça prend des proportions un peu gaguesques. Bon, ça ne l'est pas en réalité, mais quand des ministres s'expriment sur on va faire des enquêtes pour voir quelle est l'étendue de l'influence de l'islamo-gauchisme dans les universités, pour ensuite la conclusion c'est de dire après il faut l'identifier, les traquer et les punir en gros, puisque si on fait une enquête, c'est bien pour enquêter, trouver un coupable et ensuite le punir et faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Ça dénote quand même d'une reprise en main idéologique, y compris sur des lieux qui sont identifiés comme des lieux de réflexion susceptibles de produire des thèses, de la réflexion politique. Évidemment, il n'y a pas que dans les universités que ça se fait, mais en effet, c'est comme si identifié comme un des cercles de réflexion potentiels, notamment de la jeunesse, du moins la jeunesse scolarisée. Visiblement, il y a un enjeu idéologique. Mais en tout cas, ce que ça démontre, c'est que ceux qui tiennent les rênes de la société ont compris l'importance de l'idéologie, puisqu'ils mènent la bataille sur tous les fronts, que ce soit sur le front médiatique, que ce soit sur le front universitaire, que ce soit dans les entreprises, comme par exemple la mienne avec les lois spécifiques là, qui ont été prises pour supprimer les droits à certaines catégories de salariés. Ils la mènent sur l'ensemble des fronts. Donc eux, ils mènent une guerre totale, en réalité, même d'ailleurs totale au vrai sens du terme, puisque s'ils estiment nécessaire de mener des opérations militaires sur tel ou tel territoire, ils le font. Donc eux, en tout cas, ils ont une compréhension globale de la situation. Chose qui, à mon avis, dont souffre le mouvement ouvrier, c'est que lui ne l'a pas. Et parfois aussi, il n'a pas les moyens, évidemment, de mener la même contre-offensive sur tous les points. Ce qu'il a eu, à mon avis, même malgré tous ses défauts, y compris parfois sur ces questions-là, il y a quelques décennies, puisque le mouvement ouvrier, notamment organisé autour du Parti communiste, avec beaucoup de limites, y compris sur ces questions-là, qui d'ailleurs ont contribué à son affaiblissement aussi, mais avait tout un réseau, y compris d'intellectuels, avait des réseaux dans les entreprises, dans les associations, dans les quartiers, qui étaient capables de produire une contre-pensée en tout cas. Chose qu'aujourd'hui malheureusement on a moins. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe rien évidemment, mais il y a moins cette contre-société avec une certaine cohérence politique qu'il ne pu avoir il y a quelques décennies par exemple, et ça on en souffre. Est-ce que vous partagez ce constat justement de cette manque d'une idée directrice, un peu d'une idée stratégique qui a permis au XXe siècle notamment de mobiliser les masses justement pour affronter le capitalisme, pour penser une autre société en tout cas? Oui, bien sûr. Ça, c'est plus tellement l'intellectuel entre guillemets qui parle, c'est aussi le citoyen militant. Non, bien sûr. Je pense qu'il y a une tragédie, disons, de l'absence d'organisation collective. Il faut dire aussi que le bilan et la digestion de l'expérience du XXe siècle n'est pas encore faite. Bon, il faut espérer que les délais vont
vont désormais se raccourcir, et de toute façon l'histoire prendra d'autres chemins que ceux qu'elle a empruntés. Mais je pense que bien sûr, c'est ce qui fait cruellement défaut, cette compréhension, y compris, bon, à l'époque, là je parle un peu avec une casquette étroite d'économiste, de parler de politique néolibérale au lieu de parler de politique dominée par le capital financier. Enfin, il y a effectivement, y compris parmi les critiques du capitalisme, une bataille à mener. On la voit aussi sur le terrain de l'environnement, hein, où on peut voir les limites, disons, du combat contre l'environnement s'il n'est pas relié réellement aux dimensions de lutte sociale qui traversent le pays et le monde d'ailleurs, hein, parce que la justice environnementale dans les pays du tiers-monde, c'est quand même immédiatement la liaison entre l'environnement et la survie physique des producteurs et de leurs familles, hein. Donc oui, je pense qu'effectivement cette organisation collective au sens large, pas Oui, organisation sûr, avec un grand O, avant-gardiste et qui connaît tout à partir de sa propre pensée, mais cette organisation collective, oui, elle fait défaut. Bon, je pense, c'est mon expérience personnelle aussi qui me guide qui m'incite à dire ça, je pense qu'elle viendra aussi des producteurs, des jeunes, des salariés eux-mêmes, des immigrés eux-mêmes, etc. Enfin, je pense qu'il faut espérer que ce mouvement puisse, ces mouvements puissent prendre corps, il faut les y aider. Mais c'est effectivement quelque chose qui fait défaut aujourd'hui. Oui, c'est un des obstacles principaux à la lutte contre la décadence de cette société, hein. Tout est à reconstruire. Non, parce que on a déjà des fondations. Il y a beaucoup de constructions constructions déjà en place, hein. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir accepté cette invitation. Merci pour ces échanges très intéressants que vous nous avez permis d'avoir maintenant. Je vous retrouve dans 10 minutes. On continue la discussion. On va revenir avec Ouria Bouteldia, Françoise Vergès et Simon Assoun sur une tribune qui a été publiée aujourd'hui notamment sur le site de Mediapart, qui s'intitule Guerre permanente ou paix révolutionnaire. On va revenir là-dessus, on va revenir sur ce qu'ils écrivent et surtout, hein, là on va parler justement des perspectives un peu de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui nous attend. Voilà, merci beaucoup et dans 10 minutes.